Cette social. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc elle sera enregistrée et retransmise. Je vous remercie, je remercie d'abord les intervenants d'être ici parmi nous et puis les participants dans ce contexte un petit peu particulier des e-rencontres RH. Donc, nous avons trois intervenants, Jean-Marie Barbeau, qui est administrateur à l'adresse, Nicolas Portolan, qui est DGA d'un CLCC, et Fabienne Guichard, qui est directrice du CH de Thuir. Je vous propose donc de commencer par Jean-Marie Barbeau, donc administrateur de l'adresse, ancien président de l'adresse et co-auteur de nombreux ouvrages, dont un relatif au dialogue social et le dernier relatif à la transformation, la loi de transformation de la fonction publique. Jean-Marie, pourquoi reparler de la négociation en 2020? D'abord, bonjour à tous. Je suis particulièrement ravi de retrouver cette nouvelle édition des rencontres RH sous sa forme dématérialisée. Voilà, alors pour répondre à ta question, Sophie, effectivement, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi reparler de la négociation en 2020 alors que normalement tout a été réglé depuis la loi de 2010, dont la vocation, je le rappelle, était de rénover le dialogue social dans la foulée, si je veux dire, des fameux accords de Bercy de 2010. Alors la première raison, c'est que effectivement les dispositions de cette loi de 2010 ont eu des effets très limités. Le constat de l'échec sur ce plan-là de la loi, je pense qu'il est largement partagé, plus particulièrement dans la fonction publique hospitalière et territoriale, alors qu'on sait que dans les autres pays de l'OCDE, dans le secteur public, la négociation est devenue une pratique assez courante. Alors là, il sans doute pas m'étendre sur notre modèle de fonction publique, sans doute plus centralisé et hiérarchique qu'ailleurs. D'un point de vue strictement juridique, je rappelle que les accords négociés au terme de la loi de 2010 sont des accords qui sont valables, mais qui ne sont pas juridiquement applicables, constituent au mieux ce qu'on peut appeler une soft law, des engagements moraux finalement qui engagent certes les signataires, mais qui pour être strictement mis en application demandent à être transposés dans des décisions administratives. La deuxième raison, c'est que je pense qu'on a sur le terrain une certaine difficulté à bien voir quels sont les avantages de la négociation par rapport à notre modèle de concertation qui s'est largement développé et imposé à l'hôpital depuis 1991. Et l'occasion de rappeler combien la fonction publique hospitalière a été innovante en supprimant le paritarisme des comités techniques paritaires. Et je rappelle qu'on a fait une enquête, l'adresse a fait une enquête en 2015, soit 5 ans après la promulgation de la loi de 2010, auprès de 151 établissements. Donc pour les DRH interrogés, le mode principal de dialogue était la concertation pour 54%, l'information pour 24% et la négociation pour seulement 15%. La troisième raison, je crois qu'il faut le dire, c'est qu'on est marqué dans les hôpitaux par le contre-exemple des accords négociés il y a 18 ans et concernant la gestion du temps de travail. Alors pourquoi je parle de contre-exemple? C'est parce que nous avons négocié, on s'en souvient, sous la contrainte des agences régionales, sous la pression des organisations syndicales, et dans des conditions juridiques qui étaient extrêmement fragiles, pour ne pas dire inexistante. Et nous avons dû, dans le cadre de ces négociations, consentir des dispositions, des avantages qui sont aujourd'hui régulièrement fustigés par les chambres régionales des comptes, tant ils s'avèrent coûteux, disproportionnés, notamment dans un contexte de T2A. Et ces accords, même s'ils sont frappés d'obsolescence 18 ans après, on sait combien ils sont aujourd'hui difficiles à renégocier, car
bien évidemment, les organisations syndicales n'y ont aucun intérêt, comme ils me le disent régulièrement, et en rappelant le vieil adage, donner, c'est donner, répondre, c'est voler. Voilà. Alors, je pense que si on en reparle aussi, je terminerai sur ce point-là, il y a une véritable nécessité aujourd'hui de moderniser, de revivifier ce dialogue social qui ne peut plus se limiter à la réunion d'instances et à leur rituel. C'est un modèle, j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, qui me paraît autant chronophage que suranné, qui est marqué par une réunionite aiguë. Là, j'anime pendant 2 jours une session sur le dialogue social et ça ne fait que confirmer ce constat d'un modèle de dialogue social qui me semble à bout de souffle. Et si je devais donner un seul exemple, c'est le taux de participation aux dernières élections professionnelles, 44%, et facteur aggravant, pour le personnel soignant, celui de la commission paritaire numéro 2, le taux de participation est inférieur à 30%. Merci, mais selon toi, avec la loi de transformation de la fonction publique promulguée en août 2019, euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quels changements sont attendus? Alors, il y a d'abord les objectifs qui ont été fixés par la loi, par l'article 14. Et je rappelle que la loi renvoie à une ordonnance, que cette ordonnance, elle est actuellement en cours de gestation, donc le délai avait été fixé à 15 mois, un délai personnellement que j'ai trouvé un peu long au départ, euh, concernant une question qui normalement avait été déjà traitée en 2010. Mais le problème n'est pas là, nous sommes toujours dans l'attente de cette ordonnance, avec un objectif qui a été fixé par la loi, donc de prendre toute disposition pour favoriser au niveau national et local la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique. Donc le but, c'est de favoriser la conclusion de cet accord à tous les niveaux de proximité, et pour ce qui nous concerne, donc au niveau des établissements hospitaliers, voire au-delà, mais j'y reviendrai. Il parle plus, lui. Ça, ce sont les objectifs qui ont été très généraux fixés par la loi de 2019. Ensuite, vous le savez, une mission qu'on appelle la mission Esch-Vigourou-Rouquette a été mise en place et a rendu ses conclusions à Olivier Dussopt le 25 mai dernier. C'est un document intéressant Il qui parlait tout à l'heure. fait un constat qui est Allez-y. assez judicieux des insuffisances actuelles et qui fait donc 29 propositions. L'essentiel, bien évidemment, de ces dispositions vise à donner plus de force aux accords, pallier l'inconvénient que j'ai signalé tout à l'heure et faire en sorte que, une fois les accords négociés, ils deviennent applicables. D'autres propositions sont également faites pour inciter, voire obliger les employeurs à s'inscrire dans des démarches régulières de négociation. Voilà, je n'insiste pas sur ce rapport. Il est destiné à éclairer les rédacteurs de l'ordonnance. On sait qu'un certain nombre de propositions devraient être reprises, d'autres non. Donc ça, c'est le deuxième élément d'information sur les changements qui sont attendus. Et puis, nous avons aussi dernièrement, c'est le troisième point, les annonces du Ségur de la santé. Alors, je trouve que de manière un peu inattendue, mais pour moi très opportune, les accords Ségur incitent les EPS à engager dès à présent, je crois que c'est la formulation qui a été utilisée, une négociation d'accords locaux dans les établissements sur la gestion du temps de travail. Et les accords Ségur, vous vous en souvenez sans doute, ciblent 4 points: relever le plafond d'heures supplémentaires, contractualiser un volume individuel et annuel d'heures supplémentaires, renforcer l'annualisation du temps de travail et le forfait jour, et quatrième élément, aligner le repos quotidien sur le standard européen. Alors, moi, je suis un peu dubitatif sur l'énoncé de ces
comme devant être négociées. Il semble que sur les heures supplémentaires, les choses sont relativement claires depuis la publication du dernier décret. Sur l'annualisation du temps de travail, il semblait que les choses étaient claires. Hein. Normalement, c'est 1607 heures, 1582, 1568 ou 1476. Hein. Moi, je connais pas d'autres seuils annuels de temps de travail. Quant au forfait jour, un problème depuis 18 ans. Je sais pas trop ce qu'on pourrait négocier avec les cadres dans ce domaine-là, peut-être le paiement d'heures supplémentaires, mais enfin, comme je le rappelle souvent, quand on compte ses jours, on compte pas ses heures. Voilà, donc je suis un peu dubitatif, mais je demande effectivement à voir un peu plus près. La quatrième disposition, je la trouve très intéressante, c'est-à-dire la diminution du repos quotidien, d'autant plus intéressante que, comme président de l'adresse, j'ai à maintes reprises insisté sur la nécessité d'aligner l'hôpital public sur les standards européens ou sur le secteur privé. Donc moi je trouve très bien que le ministre accepte cette diminution du repos quotidien à 11 heures. La seule question que je pose, c'est que dans la mesure où la durée de 12 heures a été fixée par décret en 2002, je me demande s'il ne serait pas plus simple de la modifier par décret, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau décret qui fixe à 11 heures le repos quotidien et qu'on laisse aux hôpitaux la possibilité de négocier, s'ils le souhaitent, un allongement du repos quotidien dans la limite de 12 heures. Voilà. Donc ça, c'est juste la petite remarque que je voulais faire sur ce point qui est essentiel, car on sait que en diminuant le repos quotidien de 12 à 11 heures, on sécurise aussi les organisations de travail en 12 heures. Et le quatrième point, donc pour répondre clairement à ta question, Sophie, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le projet d'ordonnance. Alors, moi, je dispose d'un avant-projet qui vaut ce qu'il vaut, et ce que je vais dire reste tout à fait conditionnel. Le document qui a été transmis récemment aux organisations syndicales, ce que contiendrait donc la future ordonnance, c'est d'une part des clauses contraignantes pour l'administration, donc qui devra s'engager juridiquement à mettre en place des mesures réglementaires pour appliquer les accords négociés. La deuxième chose qui devrait apparaître, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le principe de faveur en matière d'accords dans la fonction publique, soit pour préciser au niveau local les conditions d'application d'un accord national, soit y déroger en améliorant l'économie générale de l'accord initial. Le troisième point qui devrait apparaître, c'est le maintien de la règle des 50% pour qualifier un accord majoritaire, ce qui écarterait, j'ai bien compris, la possibilité qui a parfois été envisagée de signer des accords minoritaires sans opposition majoritaire. Et j'ai quand même noté que la mission incite sur ce point à conduire une réflexion, car on sait que cette dernière modalité permettrait dans certains cas de surmonter certaines résistances. Hein, on sait bien quand on a pratiqué les organisations syndicales que certaines, sans aller jusqu'à signer, ne vont pas parfois jusqu'à s'opposer. Que on pourrait aussi comme ça construire des accords sur des approbations qui seraient non tacites, mais en tout cas qui ne seraient pas des oppositions majoritaires à des accords signés. Et puis le quatrième point que j'ai noté, c'est la possibilité pour l'administration de suspendre les accords en cas de situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la continuité du service public. Je pense que là, chacun comprendra que dans la situation dans laquelle nous sommes, notamment sur des dispositions concernant le temps de travail, il faut laisser à l'administration la possibilité, en cas de nécessité absolue, de suspendre certaines dispositions. Merci Jean-Marie. Alors ça coupe un petit peu c'est un petit peu haché quand tu bouges, donc si tu peux ne pas bouger. Je dis plus. Une dernière question.
par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que même si on a renforcé, enfin si la loi et l'ordonnance renforcent la négociation, est-ce que tu penses que ça peut transformer le dialogue social dans les établissements publics de santé? Alors c'est une vraie interrogation, et je crois qu'on nous sommes un certain nombre à la partager. Je pense que une négociation renforcée, selon les modalités que j'ai évoquées, ça peut sans doute améliorer le dialogue social. Je crois qu'il y a quelques conditions à cela. La première, c'est, pour le dire de manière un peu triviale, il faut qu'il y ait du grain à moudre dans la négociation. Et je pense que pour cela, il nous faut utiliser toutes les opportunités de la loi de transformation de la fonction publique et des accords Ségur. Donc il y a vraiment des sujets dont nous allons devoir nous emparer, et je pense principalement aux lignes directrices de gestion. Je pense qu'il y a une conférence des rencontres RH sur ce sujet. On sait que dans les lignes directrices de gestion, il y a deux volets. Il y a le volet gestion des carrières, il y a le volet stratégie et pilotage RH. Ça me paraît absolument indispensable que ces deux volets soient dans la négociation, d'autant que sur l'aspect stratégie-pilotage, ça n'est rien d'autre que l'ancien projet social. Et on se souvient que depuis 2000, le projet social doit être obligatoirement négocié avec les organisations syndicales. Alors il y a bien évidemment d'autres sujets. La GTT, on en a déjà parlé. Je pense au régime indemnitaire. Il y aura un moment où, lorsque les choses auront été clarifiées, c'est un des engagements de Ségur, que lorsque le dispositif aura été simplifié pour les différentes primes et indemnités, il y aura un moment où il faudra sans doute reparler de cela avec les organisations syndicales. Alors bien évidemment, ça peut être dans un cadre de la concertation, mais ça peut être aussi dans le cadre de la négociation. Je pense tout particulièrement au nouveau dispositif d'intéressement collectif, qui me semble devoir être discuté avec les organisations syndicales. Je pense bien sûr aux récentes dispositions concernant l'accompagnement des restructurations. On a quand même là des dispositions qui sont un peu nouvelles pour la fonction publique, le détachement d'office des fonctionnaires, la suppression des postes, etc. Donc tout ce volet accompagnement social devra être discuté avec les partenaires sociaux. Je pense aussi, bien sûr, car c'est très d'actualité, à la mise en place du télétravail. La deuxième condition, et c'est sans doute pas le plus simple, c'est que les acteurs jouent le jeu. Et, et la négociation, à la différence de la concertation que nous connaissons, suppose sans doute un changement de posture, une évolution des mentalités, j'ai envie de dire, de part et d'autre. Hein. Les directions ne sont pas forcément euh, incitées ou naturellement ont envie de négocier. Les organisations syndicales, on le sait, ont une tradition, une culture, euh, compte tenu de ce qui est de ce que sont les relations sociales dans ce pays, ont plutôt une habitude de conflit ou d'antagonisme. Donc, je pense qu'il va falloir sans doute travailler les uns et les autres pour, comme je le dis parfois, oser la confiance et rentrer vraiment dans des Ouais, c'est fort. processus J'entends pas du coup dans mon truc. de co-construction d'accords négociés. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire en matière de formation. Vous voyez derrière moi le logo du CNEH, parce que CNEH avait fait, j'y avais un peu contribué il y a 3 ans, tout un travail de formation qui associait à la fois les organisations syndicales et les équipes de direction. Et moi, je pense que bien évidemment le HESP, l'ANFH auront aussi beaucoup à faire pour aider en tout cas les différents acteurs à rentrer et à construire, à conduire des démarches de négociation. Le troisième point, c'est une condition, et ça c'est sans doute pas le plus simple à faire, c'est de trouver le bon point d'équilibre entre la concertation et la négociation. Il ne faut pas se leurrer, plus on avance dans la négociation, plus il y a un risque de
de marginaliser ou de réduire, en tout cas, le rôle des instances consultatives. En clair, que deviendrait le CTE, demain le CSE, dans un dialogue social où serait privilégiée la négociation directe avec les organisations syndicales. Donc, il y a ce problème effectivement de bon équilibre à trouver entre la concertation, qui est notre mode traditionnel et qui s'appuie euh, principalement, voire exclusivement sur les instances, et puis la négociation, donc qui procède je dirais, de relations directes avec les organisations syndicales. Et puis la quatrième condition, là j'ai bien conscience que je vais aborder un sujet un peu clivant pour certains, c'est euh, s'inscrire, comme le préconise la mission Esch-Rouquette, dans un cadre qui dépasse l'hôpital, en clair, de pouvoir négocier au niveau d'un GHT ayant la personnalité morale. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, on dépasse délibérément le cadre de l'établissement pour s'inscrire dans une gestion territoriale du personnel non médical, donc du personnel soignant, à l'instar d'ailleurs de ce que prévoit la loi santé de juillet 2019 pour le personnel médical. Alors chacun aura noté que cette disposition de la mission rejoint pratiquement mot pour mot la recommandation de l'IGAS concernant la proposition de création d'un établissement public territorial. Alors cela suppose bien évidemment la création d'une véritable instance de dialogue social, ce que n'est pas la conférence, la CTTS, mais je ne vais pas insister sur ce point-là parce que la personnalité morale des GHT, c'est une question aux enjeux multiples, récurrente depuis 2016, qui dépasse largement le thème de la négociation et du dialogue social. Alors, ceci étant, là j'ai donné les 4 conditions pour améliorer avec la négociation le dialogue social. Moi, je pense que il faut pas faire de la négociation l'alpha et l'oméga d'un renouveau du dialogue social à l'hôpital. Je pense qu'il faut aller sans doute un peu plus loin et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de s'inscrire dans un modèle qui soit certes toujours représentatif, mais qui soit aussi plus participatif. Donc en clair, pouvoir donner la parole au personnel sur certains sujets. Donc j'avais parlé à l'époque, il y a 2 ans, de consultation directe du personnel. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans cette voie, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau du pôle, soit au niveau du service. Alors je sais que c'est un sujet embêtant et d'ailleurs j'ai noté que la mission avait écarté tout recours à la consultation directe du personnel. Alors je cite, au motif qu'il existe un risque que les agents aient du mal à appréhender les enjeux de la question posée. Fin de citation. Voilà, moi je ne fais pas de commentaires, mais je suis absolument convaincu que à l'heure où nous assistons à une travaillisation toujours de plus en plus forte de la fonction publique, je trouve étrange qu'une disposition qui a été offerte aux salariés du privé en 2017, qui s'appelle consultation directe du personnel, ne soit pas proposée plus à titre expérimental aux professionnels du secteur public. Je reste pour ma part persuadé qu'on ne peut pas rester en 2020 avec un modèle représentatif qui a quand même aujourd'hui 75 ans d'âge. Et pour ceux qui l'auraient oublié, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en ligne, la consultation directe du personnel hospitalier a existé. Elle a existé avec la loi de 1991 qui a mis en place les conseils de service et ce qu'on appelait les groupes d'expression directe, et que ce type de consultation a été confirmé en 2005 lorsqu'on a mis en place les conseils de pôle qui étaient composés de représentants des différentes professions du pôle.
et que ces conseils de pôle ont été de manière très malencontreuse supprimés par la loi HPST. C'est une disparition qui, pour moi, d'autant plus fâcheuse. Il faut se souvenir que les conseils de pôle associaient des représentants du personnel médical et du personnel non médical. Voilà. En conclusion, si j'ose dire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de donner la parole à nos professionnels, euh, surtout, surtout dans les circonstances actuelles. Donc la modernisation du dialogue social, elle passe certes par le renforcement du cadre de la négociation, qui est aujourd'hui notoirement insuffisant, mais je pense qu'elle passe aussi par la mise en place de nouveaux dispositifs de concertation, de consultation, d'expression du personnel. Bref, je pense que ça passe par une meilleure combinaison, en quelque sorte, d'un modèle représentatif qui doit continuer à exister, bien évidemment, et qui est tout à fait légitime, avec un modèle plus participatif. Oui, merci Jean-Marie. Alors c'est un petit peu hachuré, c'est ce que Ah, je je suis te dis. désolé. On n'a pas très bien compris tout ce que tu as dit. Il y a eu des mots qui sont partis, donc on enverra un support hein, pour ceux. Il y a une demande en fait en chat pour ceux D'accord. qui le souhaitent. Mais bon, je te remercie de ton intervention. On a compris quand même 80% de ce que tu as dit. Et ben, je vais te laisser retourner à ta formation et je vais passer à notre prochain intervenant qui fera ce lien avec la négociation puisque il intervient dans un CLCC. C'est Nicolas Portolan, qui est donc directeur général adjoint à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Donc Nicolas, bah, merci de nous faire un point à la fois sur ce qui est mis en place chez toi, dans ton organisation, et puis aussi comment tu as pu utiliser ces leviers pendant la crise. Et puis on finira par Fabienne Guichard qui, je pense, a des outils aussi à nous donner par rapport à toutes ces questions de dialogue social, de négociation, de concertation. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. C'est vrai que ça nous permet de changer un peu les sujets entre deux cellules de crise Covid, tout à fait d'actualité pour moi aujourd'hui. Et lorsque vous m'avez demandé à intervenir sur la question du CSE et du Covid, je me suis donc dit que, vu de l'hôpital public, on devait considérer qu'avec le CSE, ça y est, on tenait cet outil magique qui nous permettait de traverser les diverses crises sans embûches. Alors, c'est pas tout à fait l'acronyme du CSE. Je vais essayer de vous en donner les grandes lignes de son fonctionnement, illustrer avec quelques cas concrets et de voir comment ce CSE aussi a pu interagir, nous permettre d'interagir avec les représentants des personnels pendant la crise Covid. Alors, quelques grandes lignes, quelques rappels. Je ne sais pas si les diapos passent. Alors, attendez. Oui, le partage est bien fait. Le partage est bien fait. Est-ce que les diapos... Hop. Il faut peut-être que tu te mettes en mode. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, petit rappel malgré tout sur ce qu'est ce CSE. Je vais vous épargner les divers articles qui ont permis de le mettre en place, mais rappelez que dans des structures de la taille de nos établissements, ça a été la fusion de 3 instances. Première instance qui s'appelait les délégués du personnel, seconde le comité d'entreprise et le CHSCT. Pour ceux qui ne connaissent pas, les délégués du personnel, c'est une instance qui avait vocation à vérifier, on va dire, à contrôler quasiment la bonne conformité des mesures et des organisations mises en place avec la réglementation et avec le droit du travail en particulier. On verra donc de la fusion de ces 3 instances en une, on va retrouver finalement ces missions dans celle du CSE en suivant. C'est bien l'instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise aujourd'hui. Ce CSE dans le secteur privé, dans les CLCC, il devait être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel
à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2019. Donc pour nous, le renouvellement des mandats s'est positionné sur la période d'avril 2019, au moment où on ouvrait un bâtiment tout neuf de chirurgie, ce qui est toujours un ingrédient supplémentaire dans ce genre de circonstances et de déroulement d'élections. Donc les grandes missions de ce CSE, c'est de présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l'employeur, veiller à l'application de la réglementation, ce que j'évoquais, ancienne mission des DP, promouvoir l'amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie. À cet effet, les DP peuvent saisir l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel, peuvent saisir l'inspection du travail. Partager avec vous que un des effets attendus de cette fusion aurait pu être théoriquement que nos élus, nos partenaires, arrivent enfin à résoudre l'équation difficile de leur double casquette parfois de membres du CHSCT historiquement, donc chargés de défendre la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, et leur casquette de représentants syndicaux. Je m'explique. Quand vous avez les deux casquettes, vous pouvez allègrement valider ou essayer de faire valider ou de proposer des plannings. Nous, on fonctionne en roulement de travail qui dépasse la durée légale hebdomadaire du temps de travail, puisque vous êtes avec votre casquette de représentant syndical. Et quand vous êtes avec votre casquette de membre du CHSCT, c'est déjà un peu plus compliqué de soutenir ce genre de propositions. Bien, soyez rassurés, dès lors que les mêmes interlocuteurs sont en situation d'arbitrer en quelque sorte sur ces deux aspects, systématiquement, pour l'instant, nous, c'est vraiment la valence défense de l'intérêt des salariés, mais non pas forcément sur la santé et la condition de travail, mais sur leur desiderata, et à savoir plutôt regrouper les jours de travail dans la semaine, quitte à dépasser un tout petit peu la durée légale hebdomadaire du temps de travail. Voilà un premier exemple d'espoir qu'on aurait pu avoir avec le CSE et qui pour l'instant n'a pas porté ses fruits. Excuse-moi Nicolas, je te coupe. Moi j'ai une petite question qui concerne la présentation sur ta diapo précédente. Oui. Les réclamations individuelles, elles sont portées comment? Alors, elles sont aujourd'hui portées dans une commission qui s'appelle pour nous la commission de proximité, qui était historiquement, qui préexistait à la création du CSE et qu'on a souhaité reproduire justement pour pas avoir à traiter en séance plénière de situations individuelles, ce qui pourrait être fâcheux et pour les salariés et pour l'ensemble des participants. Donc, on a recréé cette commission de proximité pour créer pour parler des situations individuelles. Merci. Donc sur les missions, on l'a évoqué, l'expression collective des salariés, donc sur des grandes thématiques, notamment la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise, on y reviendra, sur l'organisation du travail, la formation professionnelle, et aussi le CSE peut exercer le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, CITS, etc. Sans surprise aussi, il n'y a pas eu non plus une révolution quant à la perception ou parfois aux écarts de perception qu'il peut y avoir entre les représentants du personnel et nous sur le caractère grave et imminent de certains dangers, avec une tendance quand même malgré tout à proposer un certain nombre de situations comme étant des droits d'alerte qui peuvent donner des situations cocasses, puisque qui dit droit d'alerte dit danger grave et imminent. On va donc être appelé à proposer des rencontres ou des créneaux assez rapides, y compris en période Covid, pour essayer d'identifier la réalité du danger grave et imminent et recevoir des réponses de ceux qui les déposent, qui nous proposent des rendez-vous ou des dates de réunion à plus d'un mois après le dépôt du droit d'alerte. Donc tout ça reste relatif avant et après CSE. Troisième point important, c'est bien parmi les membres du CSE que sont désignés, pour ce qui concerne le CLCC où je suis, 2 représentants au conseil d'administration. Ça me semble être quelque chose, ou au conseil de surveillance, mais ça me semble être quelque chose vraiment d'essentiel pour faire le lien entre nos instances représentatives des personnels et le conseil d'administration. Ça fonctionne plutôt bien, un peu à l'instar de ce qu'on retrouve dans les établissements publics de santé.
mission très très importante du CSE, puisque vous le savez, dans le secteur privé en général et donc dans la transposition dans les ESPIC, on va retrouver cette mission importante de mettre en œuvre et de contrôler la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise, donc avec les diverses modalités qui sont à la disposition du CSE pour exercer cette mission-là, pour permettre des lieux de villégiature, etc. Mission qui correspond à ce qui est assuré par le CGOS pour partie, et on verra qu'il peut y avoir d'autres éléments assez intéressants à connecter à cette activité d'activité sociale et culturelle. Et enfin, il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc, on va le partager, mais finalement, dans le CSE, on va retrouver toutes les missions classiques d'un CHSCT. Il est informé sur toutes les questions et consulté sur toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise. Donc, quand vous avez dit ça, vous comprenez bien que les représentants, les membres du CSE se sentent autorisés à être consultés sur à peu près tout ce qui se passe dans un établissement comme le nôtre, ce qui peut d'ailleurs être parfois un frein à un certain nombre de réorganisations. Alors, j'ouvre une parenthèse là-dessus. C'est vrai que si on prend au pied de la lettre l'intégralité de la définition de la bonne marge de l'entreprise ou de son absence de définition, et en tout cas sur toutes ces mesures qui intéressent l'organisation, en effet, il faudrait présenter l'ensemble de nos projets devant cette instance, y compris en période Covid. Je vais vous donner un exemple. On avait un hôpital de jour avec une salle d'attente finalement aux espaces assez restreints. Donc en période Covid, on a estimé qu'il était plus possible de faire attendre les patients dans ces espaces-là au niveau de l'étage de l'hôpital de jour. Donc on a créé finalement une zone d'attente avec des espaces suffisamment importants entre les patients avant qu'ils montent à l'étage de leur prise en charge. Et donc, on avait déplacé les agents d'accueil entre le service d'hospitalisation et cette passerelle qui servait de filtre. Bon, par exemple, un certain nombre de nos membres du CSE se sont véritablement offusqués qu'on n'ait pas passé en amont ce changement d'organisation devant leur instance. Bon, on a malgré tout une petite subtilité qui nous permet de procéder à un certain nombre d'expérimentations. Donc là, je ne vous cache pas que ça n'a pas été trop difficile. Bien évidemment, ce changement d'organisation constitue encore une expérimentation qu'on devrait d'ailleurs probablement pas tarder à évaluer. Mais pour vous dire que dans cette acception de ce que peuvent être les missions, ou en tout cas les sujets sur lesquels on doit consulter le CSE, ça peut être très jusque-boutiste. Alors ensuite, peut-être pas balayer toutes les mesures, mais citer quelques mesures exemplaires, notamment sur la question de la facilitation de l'accès des femmes à tous les emplois, l'adaptation, l'aménagement des postes de travail des personnes handicapées. On sait que là-dessus, on n'est jamais assez nombreux pour travailler sur ces sujets-là, donc c'est une très bonne chose que le CSE puisse s'emparer de ces thématiques sur lesquelles on peut ensuite travailler dans différentes petites commissions, égalité hommes-femmes par exemple, ou accès à l'emploi des travailleurs handicapés. Des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en particulier. Là aussi, on est tenu de désigner un référent chargé de cette question du harcèlement sexuel. Je vais peut-être poursuivre parce que ensuite ce sont des missions assez classiques et on reviendra sur la notion de recourir à une expertise puisque les conditions dans lesquelles le CSE peut y recourir sont assez bien décrites. Et partager avec vous que dans C2SCT, elle est obligatoire si l'entreprise compte plus de 300 salariés. Et on est en train finalement de tester avec un petit retour d'expérience à la fois les limites et les espoirs de cette réforme. Tout le monde a en tête que lorsqu'on fusionne des instances, ça a été dit par Monsieur Barbeau, elles sont souvent d'abord je crois que vous avez dit surannées et chronophages. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas vraiment réduit l'aspect chronophage en passant de CE plus CHSCT à CSE, dont une des émanations est une C2SCT. Parce que dans les faits, c'est ça. C'est une émanation. À la limite, on pourrait considérer qu'on va gagner du temps une fois que le sujet est traité en C2SCT, on n'aura pas à en reparler en CSE. Et pour autant, parfois, le niveau de confiance entre les membres représentants du personnel qui ont été désignés
au sein du CSE pour aller à la C2SCT et le reste de leurs camarades du CSE est tel que il n'est pas exclu qu'on repasse des sujets qui ont été vus en C2SCT en CSE. Donc pour tous ceux qui pensent que on va gagner un peu de temps efficace du côté des DRH, je pense qu'il ne faut pas trop s'illusionner de ce côté-là. On a vraiment quasiment recréé un CE et un CHSCT, mais qui portent des noms un peu différents, avec ce besoin finalement de s'acculturer sur c'est quoi une émanation du CSE qui parle de conditions de travail. Alors, les grands thèmes récurrents, en complément des grandes missions, il y a des thèmes sur lesquels on est tenu obligatoirement de consulter le CSE de façon périodique. C'est pas neutre. Bien sûr, ça peut être très intéressant sur des sujets comme les grandes orientations stratégiques de l'entreprise, même si la consultation elle est annuelle, alors qu'on peut estimer que des grandes orientations stratégiques, elles ont plutôt vocation à être partagées, présentées et amendées, mais de façon pluriannuelle. Ça correspond davantage à l'élaboration du projet d'établissement, par exemple, où là, véritablement, il faut qu'on arrive à associer le CSE. Alors, dans les faits, sur cette question des orientations stratégiques de l'entreprise, et c'est pas satisfaisant, c'est un peu trop réducteur, nous, on présente finalement la trajectoire financière du PGFP, ce qui recoupe le deuxième point qui concerne la situation économique et financière de l'entreprise, qui justifie là qu'on ait, en plus de cette présentation du PGFP, tout le suivi infra-annuel de l'EPRD qui soit présenté. Enfin, dernier point, c'est la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi. Donc là aussi, c'est le volet, à la fois le volet social du projet d'établissement, à la fois sa déclinaison très opérationnelle et annuelle en termes de bilan social, et puis tous les sujets qui touchent les conditions de travail. Alors pour ça, on a en plus une obligation réglementaire qui est d'alimenter la BDES. La BDES, c'est la base de données économiques et sociales, pour lequel, de façon très précise, de façon très normée, y compris sur la forme, on est tenu d'alimenter vraiment un entrepôt de données dans lequel on va retrouver les informations sur tous ces sujets-là, qui est évidemment un enjeu énorme de structuration, de gestion, etc. Et puis un enjeu de partage d'informations, de transparence, qui permet de pouvoir rappeler aussi que les éléments étaient connus, les éléments ont été partagés et déposés en temps et en heure sur cette base de données. Alors ça n'a pas du coup qu'un côté pratique, ça peut aussi revêtir parfois un côté un peu plus politique. Et excuse-moi encore de te couper, cette base de données, elle est régionale, nationale, elle vous compare entre vous Non, ou... elle est interne à l'entreprise, mais elle nous permet de nous comparer puisque finalement chacun a des données déjà normées sur ce plan-là. Et là, vous avez une présentation un peu formalisée en CSE. Exactement. Et alors, en prolongeant ta question, les CLCC, vous le savez, sont affiliés à la Fédération Unicancer, qui a certes une mission que je vais qualifier de lobbying, un peu à l'instar de la FHF, mais aussi une mission de mutualisation de moyens et de permettre des benchmarks entre les CLCC. Donc, par exemple, Unicancer s'appuie sur cette BDES, sur les remontées de nos données sociales pour élaborer un benchmark annuel, alors pas que sur les aspects RH, mais qui inclut les aspects RH. Merci. Alors, je poursuis sur les membres du CSE. Donc, on a des membres du CSE qui bénéficient d'heures de délégation. Je vais vous expliquer pourquoi je m'arrête un petit peu sur ce sujet-là. Donc, ceux qui bénéficient d'un crédit d'heures de délégation, c'est les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux, puisqu'ils sont aussi, quelque part, membres non élus du CSE. Pour vous donner en pratique, dans un établissement comme le mien, où on est un peu plus de 1000 salariés, et à l'époque, on était juste en dessous de 1000. On a 15 titulaires au titre des membres élus du CSE et 4 représentants syndicaux. Et chacun d'entre eux va pouvoir disposer d'un volume d'heures de délégation, alors en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de l'accord qui va être trouvé entre le CSE et la direction. Pourquoi faut-il un accord? Parce que le texte prévoit que le nombre d'heures de délégation qui est prévu est véritablement un plancher. C'est là où le législateur nous a vraiment laissé la main avec les avantages et les inconvénients qu'on peut connaître sur ce type de sujet pour rentrer dans une négociation formelle du nombre d'heures qu'on pensait accorder. Alors, en pratique,
s'en tenir au plancher dans un établissement comme le mien aurait permis véritablement de diminuer de façon assez importante le nombre d'heures par rapport au nombre d'heures qui étaient allouées avant la fusion, clairement. Le dialogue social étant un peu compliqué dans la structure, moi j'ai souhaité qu'on colle au plus près du texte et donc de ce plancher. Et pour tout vous dire, on a dérogé sur un seul point qui est de considérer que le sujet des conditions de travail du CHSCT est un sujet sur lequel il y a véritablement beaucoup de travail pour ses membres et on est passé de 3 membres à 6 membres, ce qui fait qu'on a octroyé l'équivalent du nombre d'heures de délégation pour les 3 membres supplémentaires par rapport à ce qui était prévu par le législateur. Donc je vous cache pas que c'est un sujet quand même qui est assez sensible au moment de la négociation de l'accord de la constitution du CSE et du nombre de commissions créées, du nombre de membres de chacune des commissions et du nombre d'heures qui est alloué à chacun en fonction de son statut. On a également alloué un petit crédit d'heures supplémentaire au président et au CSE par rapport à ce qui était prévu dans le texte, mais finalement, on s'en est pas trop écarté. Alors, il dispose d'un certain nombre d'heures en tant que membre et en tant que membre dans leurs activités. Il dispose également d'un certain nombre de mesures qui font qu'on considère comme étant du temps de travail, mais en dehors des heures dont il dispose. Par exemple, pour participer aux réunions du CSE, aux réunions de la C2SCT ou des diverses sous-commissions que j'ai pu évoquer tout à l'heure. À noter aussi, et c'est probablement pas complètement déconnecté avec leur vision très extensive de ce qu'est un droit d'alerte et une situation de péril grave et imminent, c'est que lorsqu'on est dans le cadre de la recherche de mesures préventives pour toutes ces situations-là, on est aussi sur un décompte d'heures qui sont des heures payées et sans être décomptées comme des heures du CSE. Sur ce CSE, alors en pratique, là aussi, on a une possibilité, une marge de négociation. Alors, 2 choses. Il y a comment élaborer l'ordre du jour. Donc, in fine, c'est bien le président du CSE que je suis qui arrête l'ordre du jour. Et le texte prévoit que l'ordre du jour est arrêté en accord avec la secrétaire du CSE qui elle-même a été désignée entre les membres du CSE. Alors, notamment dans une phase de rodage où on avait l'habitude d'avoir plusieurs instances pour traiter de sujets divers et variés nombreux, aujourd'hui, on assiste un peu à une stratégie où on va essayer de nous montrer que on n'a pas été, on n'a pas alloué assez d'heures et créé assez de commissions pour traiter les sujets. Donc, en ce moment, on a un nombre de propositions incalculable, ce qui moi ne me pose aucun souci. On démarre les CSE à 14 heures et on les termine quand on a terminé les points à l'ordre du jour, tous aussi importants les uns que les autres. Je crois qu'on a été au plus tard à 20h30, donc ça reste malgré tout raisonnable pour nous. Plus sérieusement, on va affiner cette façon de voir les choses entre ce qui relève du CSE, ce qui doit être traité dans le C2SCT au fil de l'expérience. À noter, ce qui est intéressant dans la volonté peut-être en miroir aussi de ce qui était dit sur finalement les taux de participation aux élections, on sait de façon récurrente qu'un des éléments pourrait être de rapporter du 109 parmi les candidats, mais avec la mise en place de ce nouveau CSE, désormais il y a une règle qui dispose que les mandats sont de 4 ans, mais qu'on ne peut pas faire plus de 3 mandats successifs. Alors est-ce que ça permettra cette rotation et est-ce que ça aura un effet sur les taux de participation aux élections? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas la mesure est en place. Alors, les règles qui étaient mentionnées, c'est qu'à défaut d'accord, le comité est réuni sur convocation de l'employeur au moins une fois par mois, avec au moins 4 des réunions du CSE portant annuellement sur le C2SCT. Donc, sans accord, il faudrait tenir des CSE, y compris au mois de juillet et d'août. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de tenir seulement 10 CSE dans l'année, ce qui est un rythme qui nous convient bien, y compris en période de Covid. Je vais vous expliquer pourquoi en suivant. Alors, juste un mot sur les expertises, parce que ça, c'est un sujet malgré tout qui nous intéresse tous. Vraiment, il y a ce pouvoir qui existe historiquement par les CE de demander des expertises. Alors, sur des données récurrentes, comme les comptes de l'entreprise, où ils peuvent faire appel à un expert
un expert comptable sur les orientations stratégiques, sur chaque projet de réorganisation qu'on va être amené à proposer et à présenter devant le CSE, à 2 reprises, réorganisation de tous les secrétariats médicaux de l'Institut. Il se sentait pas en capacité de se prononcer, donc il a fallu aller chercher des organismes parfaitement patentés, reconnus, entre divers CECAFI et autres cabinets d'ergonomes, pour venir finalement améliorer la proposition qu'on avait pu faire de réorganisation. Il peut également être fait appel à un expert lorsque un risque grave est identifié ou de projet important. C'est ce que je venais d'évoquer, modifiant les conditions de travail. La nouveauté qui est apportée par la mise en place de ce CSE, c'est que comme les expertises demandées par les CHSCT dans les hôpitaux, y compris sur le plan des marchés publics, si j'ai bien suivi la jurisprudence, on avait une seule possibilité, c'était finalement de payer à l'issue et de faire le chèque à celui qui avait été retenu sans avoir d'autres mots à dire. Ce qui est intéressant, c'est que désormais on distingue 2 catégories. Lorsque la demande d'expertise porte sur des consultations récurrentes, les 4 grandes thématiques, l'employeur est tenu de financer à 100%. En revanche, dès lors que le CSE voudrait, dans les autres cas, sur les orientations stratégiques, sur les opérations de concentration, sur le droit d'alerte, etc., demander avoir recours à une expertise, il est solidaire du budget à hauteur de 20%. Et il est même précisé que s'il y a des accords entre l'employeur et le CSE et que le juge estime que la demande de recourir à un expert n'était pas pertinente, c'est au CSE de financer les dépenses qui avaient été engagées. Donc ça responsabilise quand même sur son budget propre les membres du CSE, ça les responsabilise dès lors qu'ils vont demander un certain nombre d'expertises et d'audits externes. Alors sur cette question du budget, c'est aussi quelque chose de très réglementé et précis. On a un budget de fonctionnement qui est équivalent à 0,2% de la masse salariale, 0,22% pour les entreprises de plus de 2000 salariés, avec une mesure qui prévoit une fongibilité symétrique entre les 2 budgets, mais limitée à 10% entre le budget de fonctionnement et le budget qui, lui, est dédié pour financer les activités sociales et culturelles de l'entreprise. C'est important parce qu'en général, c'est vrai que les CSE ont un peu de mal à dépenser leur budget de fonctionnement, ou en tout cas, ils sont un peu surdimensionnés, et donc ça leur permet d'abonder les œuvres sociales en faveur des salariés, ce qui est quand même pas inintéressant. Et puis, je vous ai sorti un petit exemple de mesures intéressantes qu'on peut partager dans une politique sociale avec le CSE, puisque nous, on est en plein renouvellement de notre prestation mutuelle obligatoire. Vous savez qu'on est tenu d'assurer la mutuelle obligatoire des salariés et de la financer au moins à hauteur de 50%. Donc l'accord qu'on est en passe de finaliser prévoit que le CSE prenne lui aussi à moitié la part mutuelle sur la modalité base. La modalité base plus option étant à discrétion du salarié. Donc là, c'est des sujets sur lesquels on arrive véritablement à un dialogue social, il me semble, vraiment au service des salariés sur un sujet aussi important dans nos établissements que leur propre santé. Alors sur le Covid, sur le CSE pendant le Covid, parce que c'est ça aussi qui va nous intéresser, moi j'en tire plutôt un bon bilan, à la fois parce que ce rythme mensuel nous a permis d'avoir des clauses de revoyure régulières pour permettre d'avoir un faisceau de communication et au début un faisceau d'informations descendantes très très important, parce que là on a quand même un vecteur de communication à ne pas négliger, surtout en période de crise. Donc c'est là vraiment la première vocation du CSE, c'est de maintenir un niveau d'information et de consultation. Alors chez nous, comme dans beaucoup de structures, pas à l'hôpital à ma connaissance, mais dans beaucoup de structures, il y a eu une volonté au tout début de la crise que les représentants du personnel soient membres à part entière des cellules de crise Covid, ce que j'ai pas jugé pertinent, mais d'avoir ce relais du CSE de façon très programmée, finalement, a été un atout. Au tout début, pour tout vous dire, il y a beaucoup de CSE qui ont vraiment qui ont été annulés dans un certain nombre de CLCC. Moi, j'ai tenu à les garder, ces CSE, pour utiliser le vecteur de communication. Et comme on était dans une région finalement assez peu touchée par le virus, je me suis même vu devoir expliquer que le premier CSE, celui de mars, soit entièrement dédié à la gestion de la crise Covid. C'est-à-dire que les membres du CSE ne comprenaient pas qu'on ne traite pas la question
des plannings de tel endroit, des problèmes de chariots qui roulent mal à tel autre, etc., alors qu'on était en pleine crise Covid. Donc ça a nécessité là aussi quelques alignements. Malgré tout, dès lors que les consignes ont pu être formulées à la fois par le Haut Conseil de santé publique ou par le ministère du Travail, ça a été un véritable vecteur de transposition dans l'établissement d'un certain nombre de mesures, notamment sur des mesures très importantes comme la mise en place du télétravail. On avait un peu de chance, on venait de signer un accord local, on évoquait la négociation avant. C'est vrai que dans les CLCC, on est obligé de tenir une négociation annuelle obligatoire avec les représentants du personnel, où ils nous font la liste des sujets que eux voudraient voir traités, on fait la liste des sujets sur lesquels on voudrait travailler, et puis on balaye, et puis on a le droit de retenir ou pas retenir, côté employeur, tel ou tel sujet. En l'occurrence, on avait retenu conjointement de travailler sur le télétravail avant le Covid, donc on avait un accord local qui était prêt à être signé, que j'ai signé le premier jour du confinement pour que les salariés puissent être couverts et notamment bénéficier d'une petite prime forfaitaire dès lors qu'ils exercent à domicile. Et puis le dernier point sur lequel il était important d'associer le CSE, c'était sur la transposition des mesures de chômage partiel, même si ça a été utilisé finalement avec beaucoup de parcimonie. Voilà le petit retour d'expérience qu'on pouvait partager aujourd'hui, et je suis à votre disposition pour tout type de questions. Merci Nicolas. Compte tenu de l'heure et comme vous aviez 20 minutes chacun, je vais passer la parole à Madame Guichard. Mais merci beaucoup parce que c'était éclairant sur ce qui va nous arriver dans quelques mois. J'ai juste une petite question concernant l'organisation actuelle parce qu'il me semble que votre région n'est plus dans le même cas que le mois de mars. Donc là, tu réunis régulièrement tes CSE et ça reste le vecteur le lieu en fait de communication avec les organisations syndicales. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on a un CSE demain, alors dans une situation tout à fait particulière, parce que comme tu le soulignes, on est plutôt, nous, en vert en général, avec une baisse de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde en particulier. Et on a une petite situation de cluster là depuis 4 jours à l'Institut. Donc demain, ce CSE sera tout à fait bien positionné pour pouvoir débattre et informer la représentation du personnel. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, Madame Guichard, vous êtes directrice au CH de Thuir. Quand on s'est eu au téléphone, on a évoqué en fait la gestion et le dialogue social que vous aviez mis en place pendant la période de crise. Donc d'abord, je vais vous demander de nous expliquer comment vous avez fonctionné et puis, si vous en êtes d'accord, est-ce que vous pouvez faire aussi un petit laïus sur l'outil de médiation, la médiation comme outil de dialogue social tel que vous l'avez utilisé concrètement, quotidiennement avec les organisations syndicales et peut-être expliquer le contexte un peu compliqué du dialogue social tel que vous l'avez trouvé quand vous avez pris votre poste à Thuir. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie pour cette introduction. Alors le contexte du dialogue social au centre hospitalier de Thuir. Alors avant la crise sanitaire, en fait, il y avait un contexte de conflit social qui durait depuis un moment. Alors pas un conflit social avec la corruption, mais plutôt la constitution d'un collectif de défense du centre hospitalier dans un contexte de sous-dotation financière. C'était plutôt dans ce cadre-là. Donc un dialogue social qui était un peu tendu, tout particulièrement début 2020, là, avant le contexte de crise sanitaire où il y avait on a eu un conflit social sur un contexte d'organisation, de changement d'organisation dans un service notamment. Donc, quand le contexte de crise sanitaire a montré le bout de son nez, on était encore sur un contexte relationnel vraiment particulièrement tendu.
ce qui ne facilitait pas les choses au point où effectivement juste avant le confinement, au moment de la réunion de la cellule de crise, les organisations syndicales sont montées au créneau en exigeant aussi, comme ils ont pu le faire dans l'établissement, enfin dans l'Institut Bergonié, comme le disait tout à l'heure Nicolas, on y souhaitait participer, être membre aussi actif de la cellule de crise, ce que j'ai également refusé. Pour autant, cette période de crise sanitaire a permis, compte tenu du contexte, j'ai repris le dialogue social en direct avec eux, avec des échanges extrêmement nombreux, à raison d'échanges quotidiens en première intention, en direct d'abord et ensuite après le confinement par téléphone, avant qu'on reprenne nos réunions tous équipés de masques lorsque nous avons eu la dotation en nombre suffisant. Mais sur les premiers jours, sur les 3 premières semaines, c'était un échange régulier chaque soir qui durait entre 2 et 3 heures chaque soir sur toutes les mesures prises dans la journée, sur l'état de la situation concernant la dotation en équipement de protection individuelle, sur les modalités organisationnelles mises en place, leur déclinaison dans les services, les inquiétudes des professionnels. Donc ça a été particulièrement intense sur les 3 premières semaines. Lorsqu'on a eu une dotation en EPI suffisante, les choses se sont quelque peu apaisées. On est ensuite passé dans une routine de réunions bi-hebdomadaires. Chaque 2 fois par semaine, on se voyait sur quasiment un après-midi complet où là on faisait la synthèse des mesures prises, des points de difficulté rencontrés par les professionnels, des incompréhensions éventuelles, avec un compte rendu établi pour chacune des réunions et surtout un plan d'action de suivi. Si une réponse n'était pas apportée le mardi soir, je l'apportais le jeudi soir. Donc ça s'est mis en place en routine, sachant que parallèlement, bien évidemment, je réunissais la cellule de crise chaque matin pour adapter, toujours comme tous les établissements l'ont fait. On n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel au centre hospitalier de Thuir. Les échanges avec le dialogue social a été particulièrement nourri sur cette période-là, mais l'organisation de la cellule de crise était la même ici qu'ailleurs. Le fait de rencontrer aussi fréquemment les représentants du personnel, on va dire dans le format plutôt CHSCT, même si là je n'étais pas très regardante sur les participants. C'était tous les représentants du personnel, à la fois CTE et CHSCT. Comme les réunions étaient très nombreuses, ils s'organisaient pour être présents en fonction aussi de leur disponibilité, mais ça nous permettait d'avoir un suivi qui a été enregistré par le CHSCT comme il se doit. Cela m'a permis à la fois d'accompagner toute la gestion de la situation de crise, mais aussi d'informer, de consulter bien sûr, et surtout de donner du sens avant tout, de donner du sens à l'ensemble des mesures qui étaient prises. Deuxième effet extrêmement intéressant, c'est que ça a permis de faciliter, me semble-t-il, considérablement le travail de l'encadrement qui était très très présent avec une implication extrême à faire des organisations de travail qui s'adaptent le mieux possible aux contraintes des professionnels. Je pense ici aux problématiques qui pouvaient se poser en termes de garde d'enfants, en qualité de télétravail également, parce qu'on l'a mis en place, nous aussi, le télétravail, tout ce qui... Parce que les problématiques de garde d'enfants, alors surtout sur la période de déconfinement, ça n'a pas été simple, mais quand on est arrivé à la période de déconfinement, on a commencé à faire des travaux, à mener des travaux conjointement mais vraiment en co-construction, c'est-à-dire de petits groupes de travail qui se mettaient en place, par exemple, pour permettre de mener une enquête flash auprès des professionnels pour identifier ceux qui auraient des problématiques de garde d'enfants. Quand on a traité
ces situations-là ensemble. On s'est réunis à nouveau. Il restait une vingtaine de situations individuelles pour lesquelles il y avait des difficultés. Nous avons réussi conjointement à trouver des solutions pour chacune d'elles. Donc, quand le déconfinement a vraiment eu lieu, aucun salarié de l'établissement n'avait une problématique de garde d'enfants identifiée. Et on restait en veille, on va dire, pour nous assurer que ça ne perdure pas. Donc, sur cette période finalement de crise sanitaire, le dialogue social a complètement changé dans l'établissement. C'est-à-dire les bases d'une relation de confiance ont été réinstaurées, ce qui fait que maintenant, il y a un vrai travail de co-construction. On n'est plus installé dans des discussions stériles où chacun campe dans sa position, même si là, bien évidemment, chacun reste à sa place, hein, les représentants du personnel à la leur, la direction à la sienne, mais il y a une véritable réflexion conjointe qui se met en place, notamment pour évaluer, par exemple, le vécu des professionnels pendant le confinement, évaluer les conditions de télétravail. Est-ce que ça a été possible? Oui, si oui, comment? Dans quelles conditions? Est-ce que tout s'est bien passé? Parce qu'on l'a mis en place, ce télétravail, sans avoir réfléchi en amont sur les possibilités des professionnels à télétravailler dans de bonnes conditions. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire de la téléconsultation chez eux en garantissant la confidentialité, par exemple? Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'isoler? On a mis en place les solutions techniques leur permettant de le faire, mais derrière, l'environnement n'avait pas été pris du tout en considération compte tenu de l'urgence de la mise en place de cette mesure-là. Donc aujourd'hui, on est en phase d'évaluation de ces dispositifs-là pour les adapter au mieux et leur permettre de s'instaurer, enfin d'être instaurés dans la réflexion autour du projet social pour voir dans quelle mesure on maintient le télétravail qui est toujours en vigueur aujourd'hui, mais dans un cadre beaucoup plus restreint tel que le prévoit la réglementation, 3 jours maximum par semaine, par exemple, pour faciliter les liens sociaux, les relations professionnelles, etc. Donc, tout ce travail-là, tous ces échanges-là ont vraiment permis de construire un climat de confiance qui me semble aujourd'hui vraiment extrêmement intéressant en termes d'appréhension des problématiques qui sont les nôtres et puis de réflexion commune sur quelles solutions pouvons-nous envisager ensemble pour améliorer les choses sur l'attractivité, par exemple, des professionnels, etc. Donc voilà, une expérience extrêmement riche en la matière, beaucoup de temps d'échange, mais quand on dialogue, on se comprend mieux. Donc ça a été de ce point de vue-là extrêmement salutaire. Alors, tu évoquais, Sophie, la question de la médiation comme outil de dialogue social. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance de m'être formée à la médiation professionnelle il y a longtemps maintenant, enfin il y a quelques années maintenant, donc et d'utiliser surtout les outils de la médiation professionnelle au quotidien en matière de dialogue social, mais en matière d'accompagnement au changement, de management au sens large du terme, c'est-à-dire que la médiation professionnelle permet d'instaurer, elle s'appuie en fait sur une ingénierie en qualité relationnelle. Elle permet de faciliter la compréhension, la communication entre les individus. Donc de fait, quand on utilise ces outils, comme je peux le faire au quotidien, ça facilite considérablement l'instauration d'un dialogue social, on va dire, puisque là on rejoint le dialogue social, mais l'instauration d'une qualité relationnelle vraiment efficiente qui permet de gagner, me semble-t-il, en efficacité. Ça c'est certain. Je ne sais pas si je réponds très synthétiquement à la question posée, mais c'est précieux pour ma pratique. Oui, moi j'ai une question concernant la cellule de crise parce que là on les réactive pour certains. Est-ce que pourquoi tu as fait le choix d'exclure en fait les organisations syndicales dans le cadre de la cellule de crise? Oui, alors je suis désolée Sophie, j'ai eu une rupture de communication, j'avais plus de son du tout.
Donc oui, je n'ai pas souhaité que les représentants du personnel soient membres de la cellule de crise, puisque la cellule de crise telle qu'elle était prévue, c'était l'équipe de direction et les chefs de pôle, hein. On était vraiment dans un noyau restreint pour être le plus réactif possible, avec énormément d'échanges derrière. La cellule de crise se réunissait tous les matins à 8 heures. La directrice des soins voyait ensuite les cadres supérieurs de santé, de façon à faciliter considérablement l'adaptation des organisations. Et il ne me semblait pas opportun qu'il y ait une concertation ou un dialogue ou une consultation des organisations syndicales à ce moment-là, mais plutôt de leur donner les explications en fait le soir, de leur expliquer quelles mesures avaient été prises, pourquoi et comment ça se mettait en place. Et finalement, cette question qui m'a été posée juste avant le confinement, hein, elle m'a été posée le 13 mars, hein, le vendredi 13 mars. Elle n'a plus jamais été posée par la suite, puisqu'ils avaient les informations en direct en plus de ma part, donc ça ils l'ont apprécié au fil de l'eau. Et donc ensuite, la co-construction telle que tu l'as présentée, elle s'est faite dans une instance particulière ou avec des groupes de travail et une remontée, une validation en CHSCT ou autre instance, CTE, CHSCT, je ne sais pas quelle instance tu as utilisée. Et est-ce que tu vois dans le CSE à venir, tel que nous l'a présenté Nicolas Portolan, des améliorations en termes d'organisation pour faciliter le dialogue social, la négociation ou la concertation? Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question en première intention, moi, dans ce que nous a présenté Nicolas à l'instant, je vois pas ce que ça nous fera gagner effectivement en temps par rapport au modèle organisationnel que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Dans le mode de fonctionnement que j'ai adopté avec eux pendant la crise, la co-construction aujourd'hui, en fait, elle est uniquement basée sur les échanges que nous avons en instance, notamment dans le cas du CHSCT ou du CTE. À ce moment-là, les idées émergent. Pour donner un ordre d'idée, un exemple, hein, pour illustrer mon propos, la semaine dernière, j'ai présidé un CHSCT au cours duquel nous avons identifié un nombre de postes vacants d'infirmiers et surtout une vague de départ d'infirmiers pour des motifs de disponibilité pour convenance personnelle pour aller exercer en libéral. Dans la réflexion, dans les échanges que nous avons pu avoir, a émergé l'idée de s'interroger, de mener une étude sur le pourquoi de cette forte augmentation de départ pour ce motif-là, avec déjà des idées émises, hein, comme celle de faciliter, par exemple, le temps partiel pour exercer une activité libérale en parallèle, etc. Mais surtout, moi, je leur ai proposé qu'on fasse un petit groupe de travail pour construire un questionnaire, hein, pour aller solliciter sur les 2 dernières années chaque professionnel qui a quitté l'établissement en expliquant le pourquoi de la démarche. L'idée étant, pour les représentants du personnel, hein, c'est pas moi qui ai proposé ça, c'est l'idée ici recherchée, c'est à la fois de comprendre, mais surtout de travailler sur l'attractivité. C'est-à-dire que c'était pas du tout ce que j'aurais pu entendre quelques mois auparavant, oui, mais de toute façon, c'est l'objectif, c'est de trouver les moyens de dire que la direction ne fait pas bien son travail. Je le schématise un petit peu, mais ça aurait été un peu ça. C'est à cause de la direction qu'on part. Là, c'était pas du tout l'idée. C'est plutôt comment pouvons-nous travailler ensemble pour améliorer l'attractivité de l'établissement compte tenu du contexte d'aujourd'hui, à la fois sociétal, mais surtout de difficultés rencontrées dans tous les hôpitaux de France, hein, où on voit la dernière étude qui montre que 40% des professionnels de santé envisagent de quitter l'hôpital. Donc c'est là que je vois à quel point il y a un changement radical de qualité de dialogue social. C'est-à-dire que c'est une véritable réflexion en commun aujourd'hui et comment les représentants du personnel, alors
tout ce qui touche aux conditions de travail, c'est bien le CHSCT, mais on peut avoir les mêmes remarques des membres du CTE, hein, pour des organisations de travail, par exemple, des choses comme ça. Donc, on est bien. Je m'appuie bien sur les instances de l'établissement, mais avec, au besoin, création de petits groupes. Parce que ça, c'est plus facile à faire, hein. Quand on construit un questionnaire, par exemple, comme là, l'évaluation du vécu des professionnels pendant le confinement, celui relatif au télétravail et aux conditions d'exercice en télétravail, ou de problématiques de garde d'enfants, ça a été fait en petits sous-groupes très rapides où on se réunissait pendant 30 à 45 minutes pour construire le questionnaire, quelques échanges par mail pour s'assurer qu'on est bien dans les clous, que tout le monde le relise, l'enrichisse au besoin et ensuite on diffuse. Donc c'est pas c'est très pragmatique, hein, comme organisation. On est dans quelque chose de très réactif et très pragmatique. Merci. J'ai une dernière question avant de terminer cet atelier de Véronique Anceau, FHF PACA, qui demande quel est l'impact en fait du versement des primes Covid sur le dialogue social de Thuir, parce que c'est vrai qu'on a eu un impact qui a été nationalement pas forcément relayé ou en tout cas apprécié à la mesure de l'intention initiale du gouvernement dans les établissements de santé. Donc voilà, la question est comment ça s'est passé chez vous à Thuir? Là, c'est l'exception de la psychiatrie, puisque le centre hospitalier de Thuir est spécialisé en psychiatrie. Donc, j'ai été très épargnée puisque je n'avais pas de modulation possible de la prime ou du montant de la prime. Donc la prime, elle était la même pour tout le monde. Ça n'a pas été sujet à débat. Il y a eu quelques échanges, enfin quelques discussions sur les modalités d'attribution, notamment à la marge pour les quelques secteurs médico-sociaux que nous avons, où là le montant était différent. Mais ça n'a pas été source de dialogue social ou de tension puisque il n'y avait pas de modulation du tout. C'était la même prime pour tout le monde. Les seules, questions qui restaient, c'était la réduction de ce montant pour arrêt maladie, le maintien quand il y avait la prime Covid. Ça, les choses ont été mises à plat dès le début. Je leur ai expliqué, je leur ai donné le détail, et il n'y a pas eu de sujet à débat. Des échanges sur le point de vue parfois un peu idéologique du syndicat auquel ils sont apparentés, mais c'est tout. Ça n'a pas été un véritable sujet, enfin ça n'a pas été un sujet de tension dans l'établissement. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je remercie tous les participants de leur présence virtuelle, mais bien présente. Merci à toutes et à tous. Merci à vous trois d'être intervenus et de nous avoir donné à la fois des éclairages, des éclairages réglementaires, des éclairages institutionnels et puis des éclairages de retour d'expérience. Merci à vous tous. Et très bonne journée et bonne suite de rencontres RH. Merci Sophie. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.